Allô? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence! Vous êtes médecin libéral? Tout va bien? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous une nouvelle fois pour ce 4e épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS, émission enregistrée en public. Notre souhait, notre objectif, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la médecine libérale en Île-de-France. Coût de la vie, charge élevée, la région Île-de-France a du mal à garder ses jeunes médecins libéraux. En 10 ans, plus de 15% d'entre eux ont fait le choix d'aller poser leur plaque ailleurs que dans notre région. Alors comment lutter contre cette fuite des blouses blanches, couplée à la pénurie médicale qui frappe déjà l'ensemble de l'Hexagone? Si la majorité des praticiens plaident pour une revalorisation simple du coût de l'exercice, les autorités sanitaires, elles, préfèrent d'autres voies, souvent synonyme de contraintes supplémentaires pour les praticiens. Peut-on encore raisonnablement penser que l'exercice de la médecine a le même coût et les mêmes enjeux économiques partout en France? Ne faudrait-il pas tout simplement tout remettre à plat et finalement réinventer un nouveau modèle ou plusieurs nouveaux modèles économiques pour l'exercice de la médecine libérale en Île-de-France? On va poser la question aujourd'hui à nos deux invités. Amélie Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ARS Île-de-France et Valérie Briol, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'URPS. Alors d'abord, peut-être, mesdames, un état des lieux, un diagnostic commun. Je voulais démarrer par ce constat et je pense qu'il sera d'ailleurs commun pour toutes les deux. L'exercice de la médecine en Île-de-France n'est plus aussi facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. D'abord parce que le territoire n'est plus aussi attractif, au contraire, et que la vie y est très chère, de plus en plus chère, beaucoup plus chère qu'ailleurs en France d'ailleurs, et c'est peut-être ça qui nuit à l'attractivité de notre région. On a d'ailleurs eu beaucoup de questions sur ce sujet. Je vais vous proposer une première question du docteur Laurent Laloum. Madame la directrice générale, il semblerait que les médecins, que ce soit au niveau de leur lieu d'études ou de leur lieu d'exercice, choisissent de moins en moins l'Île-de-France. Il y a quelques années, les postes d'interne en Île-de-France étaient choisis par les premiers du concours de l'internat. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il en va de même des carrières hospitalières qui semblent plus attractives dans les centres hospitaliers des autres régions. Partagez-vous ce constat? Si oui, quelles mesures envisagez-vous pour y remédier? Merci. Donc voilà, baisse de l'attractivité de l'Île-de-France, et on a un chiffre effectivement qu'a collecté l'URPS, c'est 15% de jeunes diplômés d'Île-de-France qui ne s'installent plus dans la région. Amélie Verdier. Alors beaucoup de choses dans cette question, à la fois sur la formation des médecins et ensuite où ils s'installent. Je vais très rapidement venir sur les deux questions parce que l'Île-de-France a eu une tradition de longue date en fait, de former beaucoup de médecins qui ensuite exercent pas toujours dans notre région. Mais il est exact que ce mouvement s'accélère un petit peu. Alors on insiste beaucoup sur les conditions d'exercice, y compris pour faire découvrir, y compris lors de la formation en fait, des internes de l'exercice en cabinet libéral aussi. L'Agence régionale de santé le soutient. On en parle d'ailleurs souvent avec l'URPS et sa présidente que je veux saluer pour aussi un peu démystifier ce que c'est que la carrière comme médecin, que ça soit effectivement à l'hôpital, en libéral, les deux, puisque ce que nous, ARS Île-de-France, on promeut, c'est aussi de faire un peu tomber les murs, comprendre en fait comment est-ce que tout le monde participe à l'offre de soins. De ce point de vue, la crise Covid a eu des effets très ambivalents. Je pense qu'elle a fait très peur. Elle a été terrible pour tout le monde, je tiens aussi à le rappeler. Elle a aussi fait tomber des murs, j'y insiste, en facilitant des coopérations qui étaient quand même historiquement très difficiles. L'hôpital a aussi appelé à l'aide les libéraux en disant qu'il y avait quand même beaucoup de prises en charge qui pouvaient se faire un peu différemment. Donc ensuite, il faut à la fois jouer sur cette image d'exercice. Il y a des conditions économiques, on va y revenir j'imagine dans le reste de l'émission, qui sont différentes, et on a, nous, ARS, aussi des réponses à ça. En termes de
carrière, il y a une offre qui est quand même extraordinaire aussi en Île-de-France. Et il faut aussi qu'on l'explicite plus, je pense. Vous êtes d'accord avec ce constat qu'il y a aujourd'hui fuite des jeunes médecins diplômés et que finalement vous n'arrivez pas pour le moment à l'enrayer? Encore une fois, fuite, ça dépend. Il y a des choix qui sont faits semestre après semestre auxquels on est attentif. Et il y a, et ça d'ailleurs même pas propre aux médecins, il y a aussi beaucoup de professionnels de santé au sens large qui effectivement, en tout cas plus qu'avant, ça c'est vrai, qui s'installent en dehors de notre région, alors même qu'on a encore une dynamique démographique et des territoires en manque de médecins. Valérie Briol? Oui, il y a 2 points, en effet, que Amélie a soulevé, et je vous remercie d'être venue ce matin pour ce podcast. C'est le point économique qu'on va discuter un peu plus tout à l'heure. Et le point attractivité propre, en effet, il y a de longue date une tradition hospitalière à essayer de maintenir dans le giron hospitalier tous les étudiants. Puis, depuis quelques années, il y a une ouverture à la ville et qui se fait principalement pour les médecins généralistes. Or, nous, à l'URPS Médecins, on a souhaité, depuis quelque temps, ouvrir nos cabinets déjà aux externes pour qu'ils découvrent ce qu'est l'exercice de ville, qu'ils changent leurs idées reçues sur celui-ci, qui est enrichissant, varié, qui permet quand même de se former, qui permet même de faire de l'enseignement, et qui permet une médecine multiple avec des exercices complémentaires à l'hôpital et en échange souvent avec l'hôpital. Donc en fait, c'est une médecine très attractive et dès lors qu'on ouvre notre cabinet et qu'on voit passer un externe, il est ravi et demande pourquoi on n'a pas permis cette rencontre plus tôt dans leurs études. Donc il y a cette problématique-là pour les externes et on souhaite l'étendre pour les internes, mais pour cela, il faut aussi favoriser des enseignements de maîtrise de stage par des coordonnateurs de la faculté et aussi une volonté de laisser partir quelque temps les internes pour un temps suspendu, mais pour faire un roulement, ce qui ouvrirait les capacités de formation de la faculté et avec un relais aussi de la faculté par une formation de maîtrise de stage. Il y a juste un élément dont il faut qu'on parle quand même parce que ça me semble être le premier frein à l'installation en Île-de-France, c'est le coût de la vie. Il y a une distorsion réelle entre le coût de la vie en Île-de-France et le coût de la vie dans le reste du territoire français. Est-ce que ça, on peut pas faire sauter cette barrière-là, repenser finalement le système de rémunération des médecins en Île-de-France parce que c'est ça le principal nerf de la guerre finalement. Si la consulte est revalorisée en Île-de-France, peut-être que ça va recréer de l'attractivité pour le territoire. En fait, votre question, c'est est-ce qu'il faut un tarif spécifique de consulte Île-de-France par rapport au reste de France entière? Un indice du coût de la vie finalement. Alors, du coup, plusieurs choses. D'une part, je vais pas botter en touche complètement, mais enfin, vous le savez, c'est pas l'ARS qui fixe le tarif de la consulte. Il y a des négociations conventionnelles, nationales qui existent. Il y a des spécificités Île-de-France. Encore une fois, je voudrais une seconde revenir sur le fait que le coût de la vie, il est plus fort en moyenne en Île-de-France. Après, il y a des territoires, encore une fois, très différents au sein de notre région. On a un territoire en transformation, il y a le nouveau métro qui va arriver, on a donc en fait un territoire qui est très dynamique et pour lequel le coût d'installation peut être un frein. L'Agence régionale de santé Île-de-France est sinon la seule, en tout cas l'une des premières à l'avoir fait. Et là encore, on en discute en ce moment même avec les représentants de l'URPS. On fait des aides à l'investissement. Alors, on le fait pour des structures libérales, individuelles, on peut le faire pour des centres de santé. Nous, notre sujet, c'est qu'on le fasse de manière ciblée et parce que l'argent n'est pas infini et puis encore une fois le coût de la vie il n'est pas le même partout et aussi qu'on revienne ensemble sur ce qui est le vrai frein à l'installation. Donc ça peut être tout à fait dans certains cas le coût d'investissement et puis après vous parlez du coût de la vie et ça c'est un peu dans la durée que la question se pose. Donc je vous reviens pas sur ce que fait l'assurance maladie mais enfin quand même il y a des choses à faire. Nous dans le cadre du zonage qui revient à identifier les endroits où on a le plus de déficit. On est là pour venir en plus des aides de l'assurance maladie pour aider à de l'aide administrative complémentaire, pour favoriser, on en parlait, les forfaits maîtres de stage, pour inciter justement les médecins à accueillir des stagiaires. Bref, le zonage, il n'est pas encore public, on est en concertation là-dessus, mais on est effectivement dans l'idée d'entendre en fait quels sont ces freins à l'installation
et d'avoir une partie de réponse en complément de ce qui est fait dans le cadre conventionnel national. Mais donc, soyons très clairs, qu'il ne sera pas une revalorisation du niveau de la consulte. On sait que c'est pas vous qui, effectivement, êtes décisionnaire. Mais vous pouvez peser, vous pouvez peut-être peser sur la décision finale des autorités sanitaires, non? Pas du tout? La CPM, on est en concertation, on peut donner un avis, c'est sûr, mais ce qui me paraît important, il y a des choses qui paraissent relativement consensuelles. Par exemple, l'écart entre des objectifs que, là encore, la crise Covid a vraiment mis en lumière, intérêt de la visite à domicile. Je pense qu'aujourd'hui, moi, comme directrice générale de l'Agence régionale de santé, je le dis nettement, on a un décalage entre nos ambitions et la réalité, effectivement, de la rémunération de la visite à domicile. Donc ça, je le dis. J'ai une question dans la salle. Bernard Elgozi, généraliste à Créteil depuis de longues années. C'est vrai que c'est très difficile d'accepter de laisser un cabinet sans succession. Moi, je suis en train de me poser la question, mais ça fait 3 ans que je me pose la question et que je dis, je m'arrête à la fin de l'année, je suis encore là. Mais puis à un moment donné, il faut quand même s'arrêter parce que ça devient déraisonnable. Il faut aussi se protéger et c'est important, mais aujourd'hui, c'est vrai que la succession, il n'y en a pas. Les relais, il n'y en a pas. Mais le problème de la démographie, il est là. Alors c'est vrai que faut pas inventer, il faut utiliser tout ce qu'on peut en attendant 10 ans, 15 ans qu'on sorte du tunnel. Et c'est vrai que moi, j'appelle ça des mesures palliatives, mais il vaut mieux du palliatif que rien du tout. Donc, travaillons sur le palliatif. Mais moi, j'avais une autre idée un peu sautée-grenue, et je m'autorise. Et si on réfléchissait sur la capitation, au lieu de distribuer des miettes par le ROSP, des forfaits à droite, à gauche, au milieu, qu'on ait une réflexion globale sur la prise en charge populationnelle sur un territoire, par cabinet, par professionnel. Et ça a déjà été fait, du moins la réflexion a déjà été. Il y a des pays où ça existe. Et c'est peut-être intéressant qu'on se pose la question. C'est-à-dire, pour bien comprendre, parce que moi je ne suis que le commun des mortels, c'est par territoire, c'est ça? Vous voulez créer des rémunérations qui correspondent à tel ou tel territoire, c'est ça? Ça peut être par professionnel, et je crois que c'est le plus simple, par professionnel ou par groupe de professionnels, en fonction... alors, on n'est pas obligé de spécifier en fonction des pathologies. Il y a des pays où ça a été fait, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, en France, on en soit là. Mais déjà, sur le principe d'une enveloppe globale, sur le principe de la capitation, d'une population à prendre en charge, c'est autant les soins que la prévention, que l'information des usagers, que la promotion de la santé. C'est un travail d'intervenant en santé globale, et ça peut être intéressant d'y réfléchir. Là, on est complètement dans vos sujets. Donc, c'est effectivement sur la notion de la prise en charge globale d'un patient, de la prévention jusqu'à le suivi de pathologie. Effectivement, c'est pas inintéressant que de se dire, si on a ciblé un territoire, une population, de coller la rémunération qui va avec. C'est possible ou pas, ça? Amélie Verdier. La première chose, j'espère que tous ceux qui nous écoutent ont compris qu'il fallait venir s'installer à Créteil et que il y a une place. Il y a une place, une patientèle et si j'ai bien compris, docteur Elgozi, y compris quelqu'un qui pourra transmettre. Et j'y insiste aussi, on est là pour imaginer aussi des systèmes de transition. Donc moi, c'est aussi quelque chose sur lequel je souhaiterais qu'on puisse travailler, c'est que ça soit pas forcément tout ou rien du jour au lendemain, et qu'effectivement on puisse aider. Je ne sais pas si c'est votre souhait, mais voilà, qu'on puisse avoir des systèmes de transition. Et je sais qu'on a prévu des soutiens financiers au maintien en activité, des médecins retraités, mais je pense qu'il faut aussi regarder est-ce que ça peut être à temps partiel, et comment est-ce que ça correspond à vos souhaits ou pas, d'ailleurs, pour le constituer. Mais alors après, on a quand même d'autres questions qui ont été posées. D'abord, moi j'entends ce matin en fait différentes options. Et c'est aussi ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux faire, parce que vous m'interrogez, je ne sais pas si c'est le souhait majoritaire ici, mais de savoir s'il faudrait ou pas avoir une approche à la capitation, est-ce qu'il faudrait avoir une approche au territoire. Encore une fois, je pense que vous l'avez vu dans la période la plus récente, sur les 2-3 dernières années, il y a eu une petite montée en puissance d'une part forfaitaire de la rémunération de certains médecins. Elle est contestée aussi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus tourner autour du pot. Donc, moi, ARS Île-de-France, on est un peu plus modeste que ça. On essaye de dire, il y a un système de régulation d'ensemble qui est conventionné médecin, assurance maladie. Et puis, comment nous, on vient inciter à participer aux fameuses CPTS, à l'exercice coordonné, pour ceux qui veulent. Et donc, il faut qu'on respecte aussi le cadre d'ensemble. Donc, voilà, moi, je me permets de répondre un petit peu à côté, au sens où, oui, je pense que ça peut avoir un intérêt. Et
Et encore une fois, on n'est pas là pour décrire un modèle uniforme, je pense. Et du coup, c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à construire ensemble. Valérie Briol. Moi, je voudrais revenir à l'histoire humaine, finalement, de Bernard Elgozi, qui est celle de nombreux médecins franciliens, avec des départs en retraite qui vont se précipiter et finalement des cabinets qui se fragilisent. En 2016, il y a une enquête URPS qui a démontré que 1/3 des cabinets de groupes étudiés étaient fragilisés. Donc la question est, est-ce que finalement les crédits de l'ARS, je sais qu'ils ne sont pas extensibles, les crédits de l'État ou les crédits de la sécurité sociale peuvent aider justement à maintenir en activité ces cabinets, le temps de trouver des jeunes médecins qui les complètent, et finalement, au bout du compte, ça serait un coût moindre que de payer encore de l'immobilier qui pourrait à un moment se retrouver aussi vide. Donc il y a cette première mesure. Et la deuxième mesure, je comprends bien les questionnements sur les modèles de financement. Ce qu'il y a surtout, c'est que on nous explique, et bon, on a encore entendu Emmanuel Macron qui a fait une annonce cette semaine, sur l'idée de ne pas revaloriser le paiement à l'acte et même de le voir disparaître au profit de paiement au forfait. Or ça, c'est vraiment pas du tout un modèle qui peut être porteur et donner des envies aux jeunes, puisqu'ils ne peuvent pas se projeter justement, comme vous dites, puisque tous les paiements qui ont déjà été instaurés au forfait, comme la ROSP et tout, on voit bien que c'est à géométrie variable et que finalement la ROSP a tendance à diminuer avec les difficultés économiques du moment, qui finalement retombent sur le médecin. Donc c'est pas des rémunérations claires. Les jeunes médecins font leurs calculs. Le modèle qui fonctionnait il y a 30 ans avec des honoraires tels qu'ils sont actuellement ne fonctionne plus, et du coup la projection est très difficile. Donc la visibilité, elle sera quand même par un acte un peu plus fort et un peu plus en adéquation avec la réalité. Je sais que c'est peut-être un peu traditionnel. À côté, on peut peut-être imaginer d'autres forfaits, des forfaits de coordination. Mais la coordination, c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre exercice. Des forfaits de prévention, mais la prévention, on la fait tous les jours avec nos malades dans les cabinets. Donc c'est un petit peu faux de dire il n'y a pas de prévention en France, ou il n'y a pas de prévention dans les exercices, ou il n'y a pas de budget spécifique accordé à la prévention. Nous, tant qu'on peut la faire en consultation, elle est faite. Mais voilà, il y a des problématiques qui relèvent en fait d'un financement simple. Sauf que le temps médical aussi s'est amoindri dans la mesure où la rémunération aussi n'a pas augmenté. Il y a aussi ça, le temps accordé à l'exercice réel de la médecine, finalement, s'est amoindri depuis des années. Il y a une question dans la salle, oui. Oui, bonjour, Natacha Régensbad Andréis, je suis médecin généraliste dans le 17e. Je voulais abonder de ce que disait Valérie Briol. Le fait d'avoir des tas de forfaits, des tas de primes, des tas de choses, en fait, ça complexifie énormément les choses et ça correspond pas au terrain. Tout d'abord parce qu'un patient, il vient pas avec une pathologie. Notamment en médecine générale, on a des patients qui ont plusieurs pathologies dans une même consultation. On fait de la prévention, on fait du curatif, et donc vouloir séparer ces différents items en donnant une rémunération spécifique de l'un ou de l'autre, ça ne correspond absolument pas au terrain. Deuxièmement, un des freins aussi à l'installation ou au fait de rester en activité, c'est justement cette complexification qui fait que le temps administratif est devenu exponentiel et que on ne sait plus comment coter les choses. D'ailleurs, la plupart des médecins ne savent pas coter justement ces suppléments. Troisièmement, on a des consultations qui deviennent plus complexes parce qu'il y a un vieillissement de la population, parce qu'également il commence à y avoir une délégation des tâches, ce qui fait que les choses simples, finalement, qu'on voyait en médecine, qui permettaient presque une respiration, on en voit de moins en moins, et on a des cas qui sont de plus en plus complexes, des pathologies de plus en plus lourdes. Donc, tout ceci fait que le fait de demander des rémunérations supplémentaires ciblées, ou de les proposer en tout cas, me paraît totalement
inadéquat par rapport à la réalité du terrain. Lorsque on dit que dans les zones déshéritées, il faudrait peut-être plus de monde. J'habite à Paris, enfin je travaille plus exactement à Paris dans le 17e, et je peux vous dire que même en travaillant 13 heures par jour, je n'arrive pas à voir tous les patients qu'ils souhaitent, et c'est assez douloureux pour un médecin généraliste de devoir dire non à certains patients, tout simplement parce que je n'ai plus de place et qu'au-delà de 13 heures, je deviens un petit peu bête. Donc faire ces différences en spécifiant certaines pathologies, certains territoires, certains modes d'exercice, suivant le secteur, suivant qu'on est en groupe ou pas, en fait c'est totalement loin de la réalité. Bon, le constat est assez clair. J'entends un peu de désespoir quand même dans la remarque. Comment peut-on remédier à ça ? Et j'entendais l'autre question tout à l'heure, mais de façon urgente, rapide. Comment peut-on faire sauter ces verrous-là ? Alors, encore une fois, on est dans un monde complexe. Je me permets de redire des évidences. Et si j'arrivais avec une espèce de baguette magique, là, vous me diriez, mais quel est cet oiseau rare ? C'est bizarre, voilà. Donc, et au-delà de la complexité, moi, je voudrais quand même dire aussi qu'on est très conscient. Enfin, j'imagine, je me mets à votre place 2 minutes. Votre souhait, c'est de faire de la médecine, c'est de soigner les gens, c'est pas de faire des dossiers administratifs, j'imagine. Et donc, c'est aussi à ça qu'on réfléchit. C'est comment est-ce que, dans un univers libéral, on peut quand même vous aider à le faire et trouver des solutions partagées. Alors aujourd'hui, dans un monde, je vous parlais de numérique tout à l'heure, où il y a des outils assez disruptifs qui arrivent quand même. Donc c'est aussi une question de savoir comment, face à une forme de facilité pour la prise de rendez-vous ou autre, on assume aussi de dire qu'en fait, le médecin, il a aussi besoin d'autres choses, de coordination d'ensemble. C'est aussi ça qu'on peut essayer d'aider à rémunérer. Après, encore une fois, c'est difficile de regarder ces questions de zonage. Moi, je ne sous-estime en rien la charge de travail qui est la vôtre. C'est clair, on est dans un univers où on n'a pas assez de médecins généralistes en Île-de-France, mais vraiment massivement. Donc, du coup, c'est une forme de gestion de pénurie pour les années qui viennent encore. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Je le reconnais. J'entends tout à fait ce que vous dites. C'est aussi pour ça qu'on travaille à de la délégation de tâches. Donc c'est vrai que ça rend votre temps de travail médical encore plus concentré en soins. Ça c'est une évidence et je l'entends bien. C'est aussi une manière de tenter de répondre à ce déficit global de médecins, y compris effectivement en développant des incitations aux coopérations entre professionnels. Moi, je trouve quand même plutôt une bonne chose qu'on réfléchisse, par exemple, aux infirmiers en pratique avancée. Cette réflexion, elle part des spécialités. C'est pas une vision technocratique qui dit qui peut faire quoi. Ça part des spécialités aussi, des médecins qui réfléchissent sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent déléguer. Je pense que c'est d'ailleurs plutôt encourageant pour tout le monde de se poser ce type de questions et de regarder comment on peut avoir confiance entre professionnels et d'être dans un collectif de prise en charge qui veut pas forcément renvoyer à un collectif encore une fois, institutionnel ou de cabinet ou autre, c'est autre chose. Je voulais juste répondre, merci Madame Vadier d'avoir répondu, mais je voulais juste préciser quelque chose. On nous oppose souvent le fait qu'il y a un manque de médecins au fait que la coordination va modifier tout ceci. Un médecin, même quand il exerce seul, il est toujours en coordination. Et c'est le cœur de notre métier parce qu'on peut pas être, en ce qui me concerne notamment, spécialiste en tout. Ça veut dire que je travaille avec des infirmiers, avec des kinés, avec des pharmaciens, avec des podologues, avec vraiment l'ensemble du corps médical. Et ceci, ça se fait en cooptation. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis installée, ce qui veut dire que, j'ai mes correspondants qui savent que je suis joignable, qui sont joignables pour moi, et c'est un système qui fonctionne superbement bien. Vouloir calquer une coordination forcée sans ce choix, de façon un petit peu artificielle, c'est d'une part nier le fait que ce qui existe déjà, ça fonctionne, et d'autre part, créer quelque chose qui va être non pas un choix, mais une obligation, et qui risque de moins bien fonctionner. Je comprends pas très bien le système forcé. Moi, je parle de système de rémunération complémentaire pour ceux qui le souhaitent. Une question dans la salle. Oui, Bernard Elgozi, deuxième. Là, j'interviens en tant que petit soldat de la santé de proximité. Je suis installé dans un quartier populaire, par choix, depuis longtemps. Et je suis impliqué dans les pratiques coopératives, dans ce qu'on appelle la coordination. La question qu'on se pose quand même aujourd'hui, c'est qu'on voit s'accumuler les dispositifs les uns sur les autres ou les uns après les autres. Et que la vraie question, c'est qu'on se pose, mais elle est paradoxale, elle est troisième degré, c'est comment on coordonne les coordinateurs.
quelle articulation entre les DAC, les CPTS, les anciens réseaux, dont certains qui sont régionaux qui existent encore, et j'en passe, parce que à un moment donné, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des dispositifs qui s'accumulent les uns sur les autres, et sans qu'on ait même le temps de réfléchir à ce qu'on a fait hier, sans évaluer. Je veux dire, l'évaluation des réseaux, je l'ai jamais vue. Amélie Verdier. En 3 minutes, parce que je crois qu'il y avait une autre question dans la salle. Non, d'abord, effectivement, et sans effet de jeu de mots, bien sûr qu'à la fin, ce qu'on cherche, c'est l'effection. C'est pas la coordination et encore moins celle des coordonnateurs. Donc voilà. Non, mais je le prends au sérieux, y compris parce que effectivement, encore une fois, on fait un bilan avec l'URPS des actions qu'on fait ensemble, mais sachez que je le demande aussi au DAC. Alors effectivement, on a peut-être accéléré, on est allé au dernier dispositif de coordination là pour voir ce qu'il en est. Mais la question, moi, non seulement elle est pas taboue, mais je pense qu'il faut être tout à fait capable d'arrêter ce qui marche pas si c'est le cas. Je pense d'ailleurs pas du tout qu'on puisse dire que les DAC marchent pas. Je pense qu'il faut regarder comment ils fonctionnent individuellement et comment est-ce qu'en fait on a des réponses, parce que ces réseaux dispositifs d'appui à la coordination, ils sont pour des malades chroniques effectivement un peu sans solution et cas complexes qui errent en fait d'un cabinet à l'autre et pour lequel il y a quand même un sujet de fond, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas ou très mal pris en charge. Voilà. Mais ensuite, si la réponse telle qu'elle a été imaginée marche pas, il faut être capable de l'arrêter. Moi, encore une fois, j'ai non seulement aucun tabou à ça, mais je pense on est dans une période où il faut accélérer et en fait s'adapter rapidement au sujet. Dernière question, vraiment très courte, s'il vous plaît. En fait, on n'a pas trouvé de modèle économique, mais moi, je voudrais savoir comment, médecins généralistes comme mes collègues, vous allez rémunérer ou favoriser la prise en charge de la complexité, de la difficulté, parce qu'on voit comme il manque de médecins fleurir des tas de consultations pizza, comme je dis, qui en fait traitent tous les petits problèmes entre guillemets d'arrêt de travail en vous renvoyant au médecin traitant à la complexité de la situation. Et je pense que moi, ce que je crains en fait, c'est que les médecins généralistes qui restent, dont je fais partie, se retrouvent à traiter toute la complexité dans des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles et très mal rémunérées. Et je pense que le risque principal, quels que soient les modes de rémunération qu'on trouve, c'est que ça décourage encore plus ceux qui, dans les spécialistes ou les généralistes, assument des situations compliquées, parce que j'ai quand même encore plein de spécialistes qui acceptent de m'aider dans des situations difficiles. Donc je pense que moi, c'est plus ça qui me soucie que savoir si on est payé à l'acte ou au forfait. C'est comment on rémunère la complexité et comment on encourage les gens qui assument toujours leurs fonctions versus une pizza médecine qui se développe, parce qu'effectivement, il y a des manques, il y a des trous, et que du coup, on va se retrouver, nous, à faire le travail difficile, pendant que le reste sera assumé d'une façon un petit peu dispendieuse et pas forcément efficace par des officines qui se développent actuellement dans l'Île-de-France à vitesse grand V. Bon, alors effectivement, on n'est pas là pour développer la médecine pizza, je confirme. Et en fait, tous les modèles, alors, on est effectivement peut-être un peu dans un foisonnement, et j'entends tout ce que vous avez dit ce matin, avec lequel je vais repartir pour aider à voir comment est-ce qu'on peut simplifier ça. C'est un message que j'entends. Simplifier et être plus réactif aussi dans l'instruction des demandes. Mais encore une fois, cette gestion de complexité, outre que je me permets peut-être dans un mot de conclusion aussi, elle ne pourra jamais uniquement s'exprimer dans un modèle de tarification ou de financement à la fin. C'est quand même simplement laisser l'espace aussi pour qu'elle puisse effectivement être prise en charge. Elle renvoie globalement à notre modèle de santé en fait aussi et de voir comment est-ce qu'on a des patients qui arrivent pas trop tard, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet, que vous fassiez de la prévention tous les jours. Je pense que effectivement, heureusement, on le sait, on l'imagine. Ce qui nous préoccupe beaucoup aussi à l'Agence régionale de santé, c'est bien sûr les gens qui voient pas de médecin. Je me permets aussi d'insister et qui du coup arrivent trop tard. Donc c'est aussi à ça qu'il faut qu'on puisse trouver des réponses. Donc j'en ai pas de miracle aujourd'hui. Une réaction? Juste une toute petite remarque, peut-être une ouverture.
on peut pas faire porter tout le poids, je pense, sur les médecins et les paramédicaux. Je crois qu'il y a aussi une éducation de la population. Vous parliez des gens qui n'ont pas accès aux soins, et il y a ceux aussi qui ne veulent pas attendre, qui pensent qu'un rhume doit être pris en charge dans les 24 ou 48 heures. Et aux urgences, vous avez des patients qui, simplement parce qu'ils ne veulent pas attendre aussi, se présentent. Il n'y a pas que des gens, en effet, qui n'ont pas de médecin ou qui sont en urgence. Moi, j'ai le souvenir des antibiotiques, c'est pas automatique, qui a quand même beaucoup simplifié ma vie quand je disais non à un traitement antibiotique demandé. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre en place une éducation de la population à la santé? Comme quoi, un bon slogan peut être efficace. Allez-y. Moi, je suis tellement d'accord avec vous, madame. On a un vrai sujet d'immédiateté. Et en fait, la prise en charge, enfin, heureusement, c'est pas comme une appli sur son smartphone, quoi. Et donc, effectivement, cette pandémie, elle nous a à la fois, je pense, tous, franchement, secoués. Elle a aussi généré des comportements parfois un peu consuméristes, de se dire, on demande, on a, comment on a rendez-vous, etc. Ça existait avant, vous avez 1000 fois raison. Mais ce que je veux garder de positif malgré toute cette pandémie, c'est qu'elle a obligé chacun quand même aussi à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire sur sa santé. C'est tout bête, je saisis l'occasion aussi, on est dans un moment un peu de reprise endémique, là, c'est quand même fou qu'on se dise pourquoi l'État oblige ou n'oblige pas, ou voilà. Chacun a les moyens de faire quand même des petites choses pour sa santé et pour le collectif. Et on va réfléchir à des slogans, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse faire que vous puissiez exercer votre métier dans les meilleures conditions possibles et que chacun prenne sa part et y compris accepte d'attendre un peu pour ce qui peut attendre. Valérie Briol, une conclusion? Je remercie beaucoup Amélie Verdier d'être venue essayer de répondre et de mettre en cohérence toutes nos questions, nos interrogations. Ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que les médecins sont un petit peu à bout, se sentent un peu ensevelis par la charge de travail et ils cherchent évidemment des réponses ou des espaces un peu de respiration. Donc merci d'avoir répondu. Nous, on va continuer ensemble à travailler sur des moyens d'améliorer à la fois les installations, les cabinets fragilisés, donc avec le travail en commun ARS, URPS, Médecins Île-de-France. Et je remercie à tous les présents d'avoir participé, à ceux qui ont posé des questions par téléphone. Merci Valérie Briol, donc présidente de l'URPS. Merci beaucoup. Merci Sidonie. Merci beaucoup Amélie Verdier d'avoir aussi de vous être prêtée à l'exercice sans langue de bois pour ce podcast de l'URPS. Je vous invite à poser l'ensemble de vos questions pour la prochaine thématique. Ce sera le mois prochain. On va parler désertification médicale. Donc finalement, on tire un peu encore la ficelle de nos problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à toutes les deux et à très bientôt.